Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, j'ai la très grande chance d'être avec un guerrier pacifique et qui pour moi force vraiment le respect puisque c'est une personne qui est résilient, athlète et conférencier et il a une histoire très particulière que j'aimerais partager avec vous. Et il va aussi nous expliquer comment développer un mental de guerrier, un mental de battant. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Merci. Salut Maïlane. Paul. Salut Maïlane. Comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Parce que moi j'ai dit que tu étais résilient, athlète et conférencier, donc ça peut peut-être interpeller. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle Paul Fontaine. Je vis avec 65% de capacité respiratoire. Et moi je me présente en disant que je vis sur la limite, tout contre la mucoïcidose. Et donc je vis avec la mucoïcidose, oui. Et puis j'ai couru, je fais du défi sportif. J'ai couru 3 fois le marathon de Paris. J'ai mis 4 heures en 2015. J'ai tenté 2 fois l'ascension du Mont Blanc. Je suis monté 2 fois à 4500 mètres d'altitude. J'ai fait Besançon parce que j'habite Besançon. J'ai fait Besançon, la Pointe du Raz à vélo. Enfin, je fais beaucoup de trail, de défis sportifs. Dans le but de... alors les objectifs ont changé au fil des années. Ça fait 7 ans que je fais ça, du sport comme ça. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de réaliser mes rêves et puis de faire triompher la vie. Et aujourd'hui, je donne en parallèle des conférences en entreprise et j'invite mon public à toucher l'horizon. J'invite les gens à être eux-mêmes, à réaliser leurs rêves et vivre l'instant. Et tu parlais de ta maladie, la mucoviscidose. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait, cette maladie? Donc c'est une pathologie chronique dégénérative. Que tu as là depuis la naissance? Ouais, c'est génétique. Donc je l'ai depuis la naissance, peut-être même un petit peu avant. Et je peux te faire tout un discours là-dessus. Il y a une erreur sur le chromosome 7 qui fait que il y a une erreur génétique qui fait que la suite de l'ADN n'est pas lue. Il y a une protéine qui n'est pas bien synthétisée. Cette protéine, elle sert au transfert des ions chlore dans la membrane des poumons. Et ces ions chlore servent à à fluidifier le mucus qu'on a tous dans les poumons. Et du coup, le mien, il est un petit peu plus épais que chez tout le monde. Et il s'accumule. Et puis derrière, il s'infecte. Et puis cette infection crée un encombrement bronchique permanent. Et puis une diminution progressive de la capacité respiratoire. Donc ça, c'est pour la TAT au niveau respi, sachant qu'il n'y a pas d'alternative à cette maladie de nos jours encore. Et que la seule alternative, la seule solution, c'est la greffe de poumons. Que tu n'as pas eu? Que j'ai pas eu parce que c'est une opération très risquée et que c'est quelque chose qu'on tente quand on arrive vers 15-20% de capacité respiratoire. En fait, c'est censé diminuer cette capacité respiratoire jusqu'à cette greffe de poumon. Et puis moi, c'est pas mon objectif puisque j'ai réussi à remonter à 65%, passer de 55 à 65%. Et alors, de mémoire, parce que nous, on s'est rencontrés pendant un séminaire. Tout à fait. Et si je me souviens bien, tu avais dit que déjà à ta naissance, les médecins t'avaient donné 4 ans de vie, c'est ça? Tout à fait. Oui, donc en fait, il y a 6500 personnes qui sont touchées par cette maladie en France. Il y a une espérance de vie de 47 ans, un âge moyen de décès de 27 ans. Et puis, moi, je suis plutôt en forme, parce que j'ai 34 ans. Il y a des enfants qui sont grands comme ça et qui sont beaucoup plus atteints que moi. Et puis il y a plein d'enfants qui décèdent très jeunes aussi de cette maladie. Alors je t'ai parlé de l'atteinte au niveau respiratoire. Il y a également une atteinte au niveau digestif qui fait que les enzymes, notamment qui permettent la digestion des graisses et des vitamines, ne vont pas directement dans l'intestin grêle par exemple.
Et je dis, il y a plein de trucs que j'ai du mal à digérer, et du coup, c'est pour ça que je suis pas bien gros. Et puis, il y en a qui font, alors, voilà, il y a plein de complications possibles avec cette maladie. Il y en a qui ont des morceaux d'intestin en moins, il y a des occlusions. Au niveau respi, il y a des pulmonaires, des pneumothorax, pardon, des embolies et tout plein de choses qui sont bien sympas. Mais c'est pas mon projet. Et comment tu as vécu cette maladie quand tu étais petit? Parce que toi, tu es né avec. Est-ce que tu as compris depuis toujours que tu étais différent des autres, ou en fait tu l'as intégré dans ta vie et pour toi c'est ta normalité, en fait c'est ta norme? Où il y a eu des difficultés? Donc oui, j'ai été diagnostiqué de cette maladie quand j'avais 2 ans. Donc je me rappelle pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des examens et tout, puis il y a un moment donné, pareil, j'ai eu la varicelle, je me rappelle, mes parents m'ont raconté ça il n'y a pas longtemps, que j'ai fait un pic de température, mon père m'a emmené chez le médecin et il était en slip dans la cour, limite, parce que le médecin habite la maison à côté. Et moi, j'étais en train de convulser, j'avais 41 de fièvre, c'est mon médecin de famille qui m'a sauvé. Enfin bref, des difficultés un peu comme ça. Puis après, dans mon enfance, j'étais plutôt en forme. Et je faisais du sport avec mes frangins. En fait, le sport, c'est super important pour moi, parce que ça me permet déjà dans la tête, ça fait du bien. Et puis, ça me permet de faire sortir ce que j'ai dans les poumons, d'évacuer au maximum pour pouvoir respirer librement derrière, quoi. Et ralentir les effets de la maladie, voire faire aller les choses dans l'autre sens. Et puis, quand j'étais plutôt enfant, j'étais plutôt en forme. Je faisais du sport avec mes frères. Tous les 15 jours, on partait courir dans des conditions que tu connais. Le samedi en fait, on était 4 frères à la maison, et le samedi après-midi, on faisait pas mal le bazar. Alors mon père... La pauvre maman. Voilà. Mon père nous montait dans la voiture, il nous emmenait dans le village à côté, à 3 km. Et nous, on rentrait en courant. Alors il y avait celui qui courait devant pour éviter les embrouilles, et puis celui qui courait derrière en pleurant parce qu'il s'était fait pousser dans les orties. Moi, j'étais un peu au milieu, tu vois. Et donc voilà, j'étais plutôt en forme. En 4e, je gagnais encore le cross de l'école. Wow. Donc j'avais, je sais pas, entre 90 et 100% de capacité respiratoire. Et puis petit à petit, les choses ont évolué, la maladie a évolué aussi. Et toute cette période-là, c'était une période de déni en fait, jusqu'à 2010 à peu près. Et donc peu de temps avant, 2007, 2008, 2009, un jour j'étais allé courir un coup. Et puis j'étais rentré, j'avais vomi, j'avais craché du sang, j'étais tout rouge et je m'étais dit c'est fini, je ne courrai plus jamais. Et puis avant la greffe de poumon, et à partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à attendre. Et j'ai attendu après les médecins, après les médicaments, après les perfusions d'antibiotiques, après les chercheurs, et puis finalement la greffe de poumon, puis j'attendais de crever, quoi. Et j'ai eu cette prise de conscience en 2009-2010 qui m'a amené à me dire que si ma vie elle me convenait pas là telle qu'elle était là maintenant, j'avais le choix de rester dans ce canapé là et puis d'attendre de crever, ou j'avais le choix de me lever puis de me barrer comme ça là, au revoir Maïlane. De me barrer et de me battre en fait, d'aller chercher le bonheur partout là où il est en fait. Donc je me suis mis à faire du sport. Je me suis mis à faire du sport, et puis c'était une période où j'avais toute cette période qui précédait, où j'avais beaucoup de colère en moi. J'en voulais à Dieu, à mes parents, à la société, aux filles, au monde du travail, à la terre tout entière en fait. Et je portais un masque, je faisais semblant de tout plein de choses, montrer une image de moi en société qui était tout là-haut. Alors qu'en réalité, quand j'étais sous perfusion chez moi, j'étais bien bas, et finalement entre ces deux situations, il y a un élastique qui a fini par péter. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc beaucoup de colère, j'en voulais à la terre entière. Je me sentais seul, incompris, j'avais peur d'être rejeté. La maladie, j'en parlais pas, j'en avais honte. Et mes potes de lycée n'ont quasiment jamais su que j'étais malade. Parce que je ne leur avais jamais dit. Et puis je suis arrivé au sport. Et donc ça a été vraiment, du coup, le sport, ça a été vraiment un déclencheur pour toi, et du coup ça t'a permis d'avoir des objectifs? Le
Le sport, en fait, j'avais un peu que ça à faire. J'arrivais à la fin de mes études à ce moment-là. Et puis j'ai une petite peine de cœur par-dessus qui a catalysé un peu le truc, tu vois. Et le sport, c'était un moyen de faire quelque chose un peu de ma vie à ce moment-là. Et puis en même temps, je me rendais compte que ça me faisait du bien au niveau respiratoire aussi, tu vois. Donc je me suis mis à acheter un vélo, j'ai claqué mon livret jeune. Je faisais du vélo 3 fois par semaine, 20 km, et puis après 50 km. Et puis ça me permettait aussi de faire sortir ce que j'avais dans la tête, de canaliser un peu mon énergie, quoi. Donc canaliser l'énergie, puis faire sortir également ce que j'avais dans les poumons. Enfin bref, c'était très positif pour moi. Et donc je me suis mis à faire du vélo. C'était au printemps, bref. Ça va bien le printemps, l'été, et puis après l'hiver, il commence à pleuvoir, à faire froid, à faire nuit, à avoir du vent et tout, et là c'est plus compliqué, quoi. Et donc l'hiver c'était toujours une période difficile pour moi parce que justement je me sentais un peu condamné à faire du sport en fait. J'étais un peu comme Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque qui pousse son rocher en haut de la montagne et qui redescend tous les jours. Donc je recommençais un peu tous les jours la même chose avec mes poumons. Et il fallait que ça vaille le coup, je cherchais un sens par rapport à tout ça. Il fallait que ça serve à quelque chose en fait et que j'ai du sens supplémentaire pour me motiver pour aller rouler. Et donc, en parallèle, je me suis mis à écrire pour faire sortir ma colère. Donc tu avais un journal intime? Je me suis acheté un journal intime sur le conseil d'une amie, ouais. Et je suis parti rouler 2 heures. J'avais la tête comme ça explosée, j'avais beaucoup de colère. J'avais cogité pendant 2 heures et je suis rentré, j'ai écrit tout ce que je pouvais. Il y avait des bouts de phrases, des insultes, des questions dans tous les sens. Et je suis allé dans ma douche derrière et je me suis dit waouh, je pense plus à rien. Et donc j'ai fait ça pendant 3 mois, les 3 mois d'hiver, 2010-2011 je crois, ou 2009-2010. 2010-2011, ouais. Et puis en parallèle j'ai lu, donc j'ai commencé avec Laurent Gounel, que tu as interviewé également. Et puis Philippe Croison, que j'ai rencontré, que j'étais avec lui le week-end dernier. Donc ces 2 personnes-là, ces 2 auteurs-là. Puis Philippe Croison qui a traversé la Manche à la nage et qui était amputé des 4 membres. Maud Fontenoy et Gérard Daboville qui ont tous les 2 traversé l'Atlantique à la rame. Et puis je me suis dit que si pour tous ces gens-là c'était possible de réaliser leurs rêves, ça pouvait l'être aussi pour moi en fait. Et moi mon rêve c'était de courir un marathon. Et donc je me suis inscrit au marathon de Paris en septembre 2012, au moment où j'en ai parlé à l'hôpital. La kiné de l'hôpital m'a fait rencontrer mon kiné actuel, qui est Thibaut Barognan, qui est un athlète de haut niveau en trail, au niveau France, puis même international. Et donc avec Thibaut, on a commencé à... Il m'a fait rencontrer une association qui s'appelle Ensemble Sommet, qui fait un peu de communication autour de la maladie dans le monde du trail et du ski de rando. Et puis j'ai bossé avec le coach sportif à Thibaut. On a soigné une tendinite et on a commencé à courir en septembre 2012. 2 fois, 3 fois par semaine, pour commencer une préparation marathon sur 3 mois au 1er janvier 2013. Voilà. En 3 mois? Alors, 3 mois de préparation à partir du 1er janvier 2013, ouais. Avec 6-7 séances de sport par semaine. Vraiment un entraînement de sportif de haut niveau? Oui, enfin de haut niveau non, parce qu'en haut niveau on s'autorise la récupération. Non, parce que j'avais le sentiment que quand je récupérais, mes poumons s'encrassaient et puis c'était vrai parce que j'avais d'autres choses dans mon hygiène de vie qui faisaient que c'était le cas. Et donc j'avais besoin de faire du sport 6 à 7 fois par semaine. Et puis pendant 3 mois c'était ça, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai couru, j'ai tout sacrifié. Et puis j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. J'étais prêt à mourir pendant la course. C'était une question de vie ou de mort de courir le marathon de Paris pour moi. J'ai donné énormément de sens à ce que je faisais. J'en ai profité pour récolter 8 000 € pour l'association Vaincre la mucoïcidose. J'avais contacté la presse, j'ai fait des affiches. Le marathon de Paris, c'était l'occasion de me prouver à moi-même que je pouvais le faire, prouver à mon médecin, prouver lui qui a dit que c'était impossible,
prouver à mes parents, à ma famille, à tous les gens qui me connaissent. Et puis c'était un baroud d'honneur aussi. Et puis j'avais la conviction profonde que le marathon, ça allait changer ma vie. Mais c'était dans mes tripes, quoi. Comment? Parce que je cherchais de la notoriété, en fait. De la reconnaissance? Ouais, de la reconnaissance, puis de la notoriété. Je souhaitais devenir un ambassadeur de la maladie, au même titre que Grégory Le Marchal. Et que ça me permet donc une reconnaissance médiatique qui m'aurait apporté derrière des rencontres, qui m'aurait permis de rencontrer les bonnes personnes, c'est-à-dire une copine, et puis des gens susceptibles de m'aider au niveau professionnel, et puis surtout des gens susceptibles de m'aider dans mon combat par rapport à la maladie. Et justement, on parle de messages forts, et toi, ce que j'entends, c'est que tu aimerais inspirer et soutenir les enfants qui ont la même maladie que toi. Et justement, les personnes qui sont face à la maladie, que ce soit la mucoviscidose ou d'autres maladies, quel serait ton message en fait? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message peut-être d'espoir à ces personnes-là qui souffrent et qui ont peut-être des coups de mou comme tu as pu en avoir? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Plein de choses, beaucoup de choses, ouais. Donc ça, c'est une vaste question. Grégory Le Marchal disait, je crois que c'est une des toutes dernières choses qu'il a dites, il a dit, voilà, je pose des guillemets, et je crois que c'est ça la citation originale, surtout dites-leur de ne jamais abandonner. Et ouais, déjà là-bas, c'est ça. De toute façon, ce mec-là, il m'a inspiré, c'est sûr. Et il a inspiré beaucoup de personnes qui vivent avec cette maladie. Et ça veut dire quoi concrètement, ne pas abandonner? C'est même au-delà en fait pour moi. C'est donc c'est une question bizarre que tu viens de me poser. C'est de se battre en fait, toujours se battre. Donc moi l'idée. Attends, c'est choses que tu me donnes. Toi, en fait, justement, tu parlais de certains hivers où tu n'avais vraiment pas le moral, où tu avais envie de tout abandonner. Toi, tu as trouvé ton salut, en tout cas, dans le sport. Est-ce que du coup, tu encourages, en tout cas pour les personnes qui ont de la mucoviscidose, mais aussi peut-être pour d'autres personnes qui souffrent de maladies graves, peut-être au-delà du sport, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu t'es dit pour continuer à avancer, pour continuer à te battre? Je me suis dit, déjà, tu as le choix, quoi. Tu as le choix de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Tu as le choix de rester là dans ton canapé et puis d'attendre de crever, ou tu as le choix de te battre. Donc, c'est maintenant que ça se passe, quoi. La vie, c'est maintenant. J'ai pris conscience à ce moment-là de l'urgence de la vie, de l'urgence du temps qui passe, et que tu peux pas continuer à passer ta vie à attendre, à faire les choses après la greffe de poumon, après les antibiotiques et tout ça, quoi. Parce que finalement, à un bout d'un moment, tu te retournes, puis tu as 40 piges ou je sais pas quel âge, et puis tu n'as rien fait de ta vie, en fait. Sachant que les chercheurs, ils cherchent, mais alors, ils vont trouver, hein, mais quand? Ça, c'est super. Mais quand, ouais. Et, ton message, c'est vraiment de vivre le moment présent, plutôt que d'attendre un bonheur hypothétique et futur? Ouais, de vivre le moment présent, déjà, alors, j'aime beaucoup Anne-Dauphine Julien, de Petit pas sur le sable mouillé, et puis Les Mistral gagnants, de son dernier film, là. Et elle dit, quand on ne peut pas ajouter du temps à la vie, ajouter de la vie au temps, en fait. Une phrase comme ça. Ouais. Et donc moi, l'idée, c'est les deux, en fait. C'est de se battre pour faire remonter la capacité respiratoire, la faire aller dans l'autre sens. Et c'est possible. C'est possible. Mais tu en es la preuve. Et voilà. Et puis, je ne suis pas le seul. Et puis également de prendre conscience de l'instant présent. De vivre l'instant, quoi. De s'émerveiller de chaque chose avec des jeux d'enfants. J'aime beaucoup cette petite phrase d'Alexandre Jolien, naître et mourir à chaque instant. Inspirez comme si vous naissez, expirez comme si vous mourrez, comme si vous mouriez. Et puis chercher à faire corps avec l'oxygène. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses en rapport avec l'instant présent. Je suis en quête d'équilibre, je suis en quête de sagesse également, pour justement me libérer au niveau respiratoire.
Donc l'idée derrière tout ça, c'est si j'avais des conseils à donner, ce serait d'écrire, faire sortir le négatif, de se trouver des modèles, comme je l'ai fait avec Philippe Croison, Mike Horn aussi aujourd'hui, que j'aime beaucoup, Jolien, Guillaume Néry, et puis ma petite filleule de 1 an aussi qui m'inspire. Et donc des modèles. Ensuite, la remise en question, super important. C'est en mettant en question tous les jours. Moi, je me dis que je suis un spécialiste de la maladie au même titre que mon médecin et que je peux faire plein de choses dès maintenant, sans attendre. Et donc, je teste des choses tous les jours pour être mieux demain et pour arriver à mieux courir demain, voire tout simplement à courir demain, parce que des moments, c'est difficile. Et arriver à mon objectif derrière, quoi. Donc, mon objectif en termes de capacité respiratoire ou tout simplement objectif sportif, mon rêve. Rêver, c'est super important. De rêver et puis de pas simplement rêver, mais chercher derrière à réaliser ce rêve. La vie, c'est fait pour réaliser ses rêves. Donner du sens à ce qu'on fait. Si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais, plutôt qu'une, tu es 10 fois plus motivé. Donc donner du sens. Il faut que il faut qu'un rêve, ce soit dans les tripes, ça fasse vibrer, quoi. Il faut qu'il y ait cette citation là, alors je sais plus du tout qui c'est, mais d'avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue quand on les poursuit. J'adore. Et c'est quoi ton prochain rêve ou un de tes rêves? Eh ben, alors là, je me suis inscrit à la Transjurassienne. C'est une course de ski de fond qui fait 48 km. Ce sera le 11 février. Et ben, comme je sais pas skier, donc j'ai 2 mois et demi pour apprendre à skier maintenant. Et je vais acheter des skis à roulettes là, pour m'entraîner quand il n'y a pas de neige. Je vais acheter des skis à roulettes ce week-end là. Wow. Et puis donc c'est mon prochain objectif. Il y a le marathon de Paris 2018. Il y a le objectif 3h45, 3h30. Wow. Parce que la première fois que je l'ai couru c'était en 4h41, deuxième fois 4h21, puis 4h. Donc là cette fois 3h45, 3h30 je pense qu'il y a moyen. Et puis derrière, tout plein de trails, des courses par-ci par-là, le viaduc de Millau, la verticale de la Tour Eiffel, retenter l'ascension du Mont Blanc pour se tenir prêt au début du printemps et puis le tenter un maximum de fois dans l'été, jusqu'à temps que ça passe, quoi. Pardon. Et puis après, j'ai des rêves de Kilimandjaro, j'ai des rêves de voile, de traverser de l'Atlantique à la voile. J'ai des rêves de 100% aussi de capacité respiratoire. Et est-ce que tu crois que sans cette maladie, tu aurais fait tout ce que tu fais aujourd'hui, tu en serais là aujourd'hui? Oui, non, bien sûr. Pardon, bien sûr que non. Alors on peut dire, si, on peut mettre une Paris en bouteille, quoi. Mais je suis persuadé que si je vivais pas avec cette maladie, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais pas rencontré tous les gens que j'ai rencontrés également, puis je serais pas celui que je suis dans ma tête, et tout ça c'est grâce à elle en fait. Si je fais ce que je fais, si j'ai tout ça dans la tête, c'est grâce à la maladie, donc merci la mucosidose de me permettre de faire ce que je fais, tout ça c'est grâce à elle. Si tu devais t'adresser à elle droit dans les yeux aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Waouh. Beaucoup de choses, donc déjà merci, et puis que j'ai compris la leçon en fait. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Ouais, t'as fait le job. Déjà on m'a dit ça il n'y a pas longtemps et ça m'a beaucoup ému. Qu'on me dise t'as fait le job. Parce que en me disant ça, on m'a dit que j'étais plus très loin du but. D'un déclic très important qui m'amènerait à faire exploser ma capacité respiratoire dans le positif. Et puis t'as fait le job, ouais, je me suis bien battu, quoi. Je me suis battu, je me bats encore et putain, j'en ai fait du chemin, quoi. Et ouais, c'est grâce à la maladie. Et puis aujourd'hui, je travaille sur l'horizon, je travaille sur la notion de temps, la mort. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Je pense que ça n'existe pas en fait. Et tout ça, c'est la maladie qui me le fait comprendre. Je travaille sur la perfection. Je travaille sur
prendre ma place au niveau respiratoire. Je travaille sur l'équilibre, la facilité, la simplicité. Donc je te disais, naître et mourir à chaque instant également. Tout ça, c'est la maladie qui me le permet, en fait. Finalement, en fait, ta maladie, elle t'a appris à vivre. La maladie me permet d'en revenir à l'instant présent, d'être aligné. C'est-à-dire que dès que je fais un écart, à quelque point de vue que ce soit, je le sens tout de suite. C'est un peu comme, tu vois, là j'ai eu une journée sur Paris, et puis j'ai assisté à une conférence avec Eric Baron et Marc Amerigo, qui ont tous les deux établi le record du monde de descente en VTT. 227 km/h en VTT. Oh la vache. 227 Ils font la course avec le TGV, quoi. Sur des skis, des pistes de ski. Wow. Et lui, il y a une position sur le vélo qui est hyper aérodynamique. Et j'ai fait un saut à parachute également il n'y a pas longtemps. Et tu as l'impression que, aussi bien dans son cas que dans le saut en parachute, dans la chute libre, tu bouges le petit doigt et tu pars, tout de suite, tu n'es plus aligné et ton corps et le vélo et puis tout ça fait un peu n'importe quoi. Et ben, la maladie, c'est pareil en fait. Dès que je fais un écart, je sais tout de suite. Je ne peux pas tricher. Donc, plus je serai dans l'instant présent, et mieux ce sera par rapport à ça. Et c'est ça ma quête aujourd'hui. Donc c'est une quête de sagesse, c'est une quête du soi. Faire émerger le soi à travers l'ego. Et l'objectif, c'est de revenir à celui que j'étais quand j'étais enfant, qui, le 1er juillet, le jour des grandes vacances, s'amusait avec 2 cailloux, et ça lui faisait l'après-midi, et puis j'avais pas besoin de faire de la kiné, j'avais pas besoin de faire du sport, et je respirais bien. J'étais à 100%. Donc c'est ça mon projet tout au bout, mon objectif derrière, mon rêve. Donc vivre ta vie à 100%. Vivre chaque instant à 100% et derrière faire en sorte que la maladie, en fait, même si y a une erreur génétique, alors l'erreur génétique, je me dis que peut-être c'est moi qui me l'a créée aussi, parce que je sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un codon stop au niveau de la génétique qui fait que le gène, il n'est pas lu jusqu'à la fin. Est-ce que c'est moi qui ne m'autorise pas? Est-ce que c'est moi qui n'autorise pas mon corps à lire le gène jusqu'à la fin? Et puis, je sais déjà que je peux très bien, ça je le fais très bien, ne pas m'autoriser à inspirer, ne pas m'autoriser à expirer. Et l'objectif, si je ne m'autorise pas les choses, j'expire jusque-là. Si la maladie, elle est là, j'expire jusque-là. Et la maladie, moi je dis toujours, elle prend que la place que tu lui laisses. Donc la maladie va venir en contact là. Donc je perds de la capacité respiratoire. Par contre, si je travaille sur l'instant présent, si je vis dans l'instant à chaque moment, je vais aller expirer jusque là. Et la maladie, elle n'a pas de place. Elle n'a pas du tout de place pour s'exprimer. Limite, faire corps avec la maladie pour lui laisser aucune alvéole pulmonaire de libre. Et derrière, voilà, le gène n'a pas de place pour s'exprimer. Et quitte à changer le code génétique, alors c'est un peu fou comme projet, mais je me dis, un cancer, ça se crée de par tout plein de choses, de par l'environnement extérieur, certes, mais aussi ce qu'on a là-dedans et tout ça. Et un cancer, ça se crée, et pour moi, un cancer, c'est une modification de l'ADN sur un point localisé, sur une tumeur. Et si on arrive à enlever un cancer, on peut aussi peut-être aller plus loin et changer le code génétique au niveau du corps tout entier, en fait. Et ce serait extraordinaire. Et si finalement la génétique, c'était pas un truc qu'on avait inventé pour expliquer des choses qu'on peut pas expliquer. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, bien sûr, c'est pas moi qui suis malade, c'est mon corps. Et c'est plutôt presque, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de me dire à moi-même, en fait. Je vais citer un ami à moi qui m'a dit, et puis plusieurs choses, ouais, qui m'a dit, un ami à moi qui m'a dit récemment, il y a 2 ans même déjà, arrête de vouloir être mieux, sois mieux. Sois mieux maintenant. Et je suis très inspiré aussi par Greg Braden et qui peut dire des choses comme voilà, la vie c'est facile, expirer c'est facile. Expirer, je sais faire. Quand j'étais gamin, ça s'est déjà produit, je sais faire. Et voilà, c'est prendre conscience de ça et j'y arrive de plus en plus. Je suis à rien. J'ai fait le job. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
100%. Ok, bah, je te le souhaite. Merci beaucoup, Mélane. Merci à toi. J'ai pas prêt. C'est pas grave, laisse. Salut. C'est bon. Merci.